Bonjour à tous. Connaissez-vous l'histoire du Heineburg, que tous les Calaminois appellent du nom de Emmabourg? Bonjour, je suis Alain Broze et je vous souhaite la bienvenue sur Doc de Limbourg. Je voudrais aujourd'hui aborder en détail l'histoire du château de Heineburg, depuis ses origines jusqu'à sa vente en 1786. Jusqu'à cette date, qui correspond approximativement à la fin de l'Ancien Régime, le château a été la propriété d'une seule et grande famille. Par famille, je veux aussi bien dire les lignées principales et secondaires que les alliances matrimoniales. Tous les membres des familles Van Weylere, Bongard, Zewel et Dobbelstein, qui portaient entre autres le titre de seigneur d'Heineburg, étaient apparentés entre eux, même si parfois ils ne l'étaient que par alliance. L'orthographe du château change d'un document à l'autre, et j'ai rencontré des orthographes très différentes. Heineburg, Heinenburg, Heinenburg, Heinenberg, ou même Heinenborsch, ou Heinenburg, Heinenbruck, et enfin Heinenburg. De même, les dates de naissance ou de décès des membres de la famille sont souvent inconnues. De temps en temps, certains membres apparaissent lors d'un événement ou d'un autre, par exemple en tant que témoins, mais dans la plupart des cas, nous ne savons absolument rien d'eux. Il n'est pas possible de dresser non plus un inventaire de tous les châteaux de la communauté germanophone. Beaucoup d'entre eux ont purement et simplement disparu. Le château d'Heinenburg, en revanche, présente la double particularité d'être, d'une part, le seul château du nord de la communauté germanophone à être situé sur une colline et non pas à être entouré d'une douve, et d'autre part, d'être resté pratiquement inchangé depuis sa construction. Mais posons-nous la question, pourquoi le château d'Heineburg a-t-il été construit à cet endroit précis? Par analogie, la forteresse de Burg-Reuland a pour sa part été construite avant tout pour des raisons économiques et politiques et moins pour des raisons militaires. La vallée de la Hulf devait être contrôlée, tout comme la route antique qui reliait Cologne à Reims. Était-ce aussi le cas pour le château de Heineburg? Nous savons que notre région était déjà habitée depuis le Mésolithique. On a découvert 5 outils en silex à proximité de Heineburg et 33 tombes de l'âge de bronze dans la forêt de Preuss. Plusieurs localités de notre région portent des noms d'origine celtique. C'est le cas en l'occurrence de Wallhorn. Le mot harna signifiait à l'origine le côté tranchant d'un couteau, puis ce mot a été utilisé pour désigner une butte. On sait aussi que si d'un côté les Romains ont fort apprécié les sources thermales d'Aix-la-Chapelle, ils n'en ont pas moins pratiqué l'exploitation des minerais dans notre région. C'est ce qu'atteste Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle, écrit en l'an 77 de notre ère, lorsqu'il évoque des gisements de minerais de cadmium dans la province de Germanie. Il faut savoir qu'il y avait 2 routes et un chemin qui reliaient Aquae Grani au reste du réseau routier romain. Il y avait d'abord la Via Manzoeriska qui reliait Trèves à Maastricht en passant par Aix-la-Chapelle. Cette route, dont un tronçon a été découvert dans les Hautes-Fagnes, se trouve directement à côté et même presque parallèlement à la N68 qui relie Eupen à Malmedy. Des fouilles archéologiques ont révélé que les plus anciennes traces de circulation sur cette Via Manzoeriska remontent à l'an 19 de notre ère. De nombreuses traces de zinc disséminées tout le long de la voie
proviendrait du transport de minerais entre notre région et la ville romaine de Trèves. Il y avait ensuite la Via Regalis qui reliait Aix-la-Chapelle à Maastricht via Neisweiler, Gulpen, Schravenvoeren, Brno et Visé. Mais comme la Via Regalis a été abandonnée lors de la construction de la route de Liège à l'époque de Marie-Thérèse, elle est tombée peu à peu en désuétude. Et aujourd'hui, il n'est plus possible de situer avec précision le tracé de cette ancienne route. Et enfin, il y avait un chemin, attention, un chemin et pas une route, qui reliait Aix-la-Chapelle, Biltjen, Hergenrath, Lonsen, Henri-Chapelle, Herve et Liège. Victor Guillaine pense que ce chemin existait déjà à l'époque romaine et peut-être même déjà à l'époque celtique. Certains historiens pensent que cette ancienne voie romaine passait à proximité de la Calamine, bien qu'il n'existe aucune preuve à ce sujet. Or, une carte, réalisée en 1693 par Nicolas Sanson, donne des informations sur le tracé de ce chemin et son lien indubitable avec l'emplacement et la construction du château d'Ainebourg. Sur cette carte, on voit clairement que le château d'Ainebourg surplombait cet ancien chemin. Venant de Bilchen et de Tullibach, celui-ci devait passer devant l'ancienne église de Hergenrath, qui se trouvait à proximité de l'actuel cimetière qui marquait le centre du village. Ensuite, je suis convaincu que le chemin devait continuer tout droit, prendre l'actuel chemin d'Emmabourg et longer la Gueule tout le long jusqu'à la chapelle Saint-Roch, qui était le centre du village de la Calamine. On peut voir ainsi qu'à partir de Hergenrath, ce chemin longeait la Gueule pour rejoindre la Via Regalis et continuer jusqu'à Lonsen. De Hergenrath à Neumorosnet, le chemin longeait la Gueule par son côté sud, contrairement à la route de Liège qui, elle, passe sur son côté nord. À l'époque de Marie-Thérèse, le tracé de la nouvelle route a été modifié de manière à passer directement devant la mine qui se trouvait alors au pied du Krickelstein. Comme on peut le voir, placé à cet endroit, le château contrôlait les allées et venues sur le chemin et se trouvait en même temps assez proche de la Via Regalis. En outre, le château surveillait les bancs de Wallhorn et de Monsen, et comme il était situé en hauteur, il pouvait observer l'horizon jusqu'à Henri-Chapelle et Eupen. On peut aussi se demander si le château a été construit pour brider le chevalier brigand de Schimpor. S'il y a eu en effet un chevalier brigand à Morosnet, nous ne connaissons ni son nom, ni l'époque où il a vécu. On raconte aussi qu'il y avait une motte castrale à cet endroit. Mais cependant, s'il y en a eu une, il n'existe aucune preuve de son existence. Mis à part cela, le site présumé offre un emplacement idéal avec une vue imprenable sur toute la région. Il existe en effet des archives du Marienkirche qui mentionnent un lieu appelé Motte de Hergenrath. Mais il faut se demander, s'agit-il ici vraiment d'une motte castrale ou seulement du nom d'un lieu dit? Et en même temps, si j'ai souligné les nombreuses traces d'habitants antiques, le nom de Hergenrath, avec la terminaison Rath, tout comme les autres lieux dont le nom se termine par Rath, Roth, Rode, Brandt, est apparu lors du grand déboisement du XIIIe siècle. Et comme je l'ai déjà mentionné, Hergenrath et la Calamine apparaissent officiellement au XIIIe siècle, tout comme Eupen et Einathen. Wallhorn, en revanche, remonte à l'époque carolingienne. Lothaire II fait don au chapitre du Marienstift d'Aix-la-Chapelle de la Nona la 9e partie des bénéfices et des revenus de 43 domaines royaux. Parmi ceux-ci, il y avait Géminis, l'ancêtre de ce qui sera un jour Géméniche, Harna, l'ancêtre de Wallhorn, et Baius, l'ancêtre de Balen. Ces trois bancs, à savoir Wallhorn, Balen et Monsen, sont également les 3 domaines royaux les plus proches géographiquement de la chapelle palatine.
Le texte original de la donation a été perdu, mais il existe une confirmation de cette donation dans un document datant de 888 et signé par Arnould de Carinthie. En 1072, le roi Henri IV fait don de l'ensemble du domaine royal de Wallorn à la chapelle palatine. Il est important de noter ici que le ban de Wallorn et le château de Heineburg étaient certes situés dans le duché de Limbourg, mais n'en faisaient pas partie. Ils constituaient une sorte d'enclave dépendant du Marienstift, mais située à l'intérieur du duché. Et cela n'a rien d'extraordinaire. Il en allait de même pour les 6 châteaux qui appartenaient à Moresnet. De même, le Marienstift possédait de nombreuses terres, comme l'Onsen, raison pour laquelle le sceau de la commune représente une vierge à l'enfant. Mais il est important aussi de noter que aussi bien le Marienstift que Sant Servatius à Maastricht et l'abbaye de Rolduc faisaient tous partie de l'évêché de Liège. Mais attention, l'évêché de Liège ne doit pas être confondu avec la principauté de Liège. Car si la principauté de Liège était un vaste territoire qui s'étendait sur une très grande partie de la Belgique actuelle, le territoire de l'évêché de Liège était plus vaste encore. Les territoires qui nous intéressent faisaient certes partie de l'évêché, mais pas de la principauté. La frontière orientale entre le duché de Limbourg et la ville libre d'Aix-la-Chapelle était toutefois un territoire contesté. Les droits de propriété du Marienstift devaient être régulièrement confirmés par écrit. Et la confiscation par les ducs de Bourgogne de nombreuses terres qui relevaient alors d'Aix-la-Chapelle en est la meilleure preuve. En 925, la Basse-Lotharingie devient une partie du royaume de Francille orientale. Peu après, en 930, Henri Ier place le chapitre du Marienstift sous sa protection et la chapelle devient une église royale. Juridiquement, Hergenrath dépendait du ban de Wallorn, un fief du Marienstift. La paroisse de Harna, l'ancien nom de Wallorn, comprenait les villages et les hameaux de Astenet, Einaten, Hoset, Hergenrath, Kettenis, Neudorf, Rabotrath, Raren et Wallorn. En 1101, l'empereur Henri IV, qui avait fait don de l'ensemble des 43 domaines au Marienstift, érige le comté de Limbourg en duché. Léo Wingens est d'avis que le petit comté de Limbourg a été élevé au rang de duché en raison de la mine de la calamine. Je ne peux pas encore confirmer cette affirmation, mais je vous promets de vous faire part de mes recherches dans un prochain épisode de Doc de Limbourg. Une suite de cet épisode arrivera très bientôt. Si vous appréciez mon travail, n'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos et d'activer les notifications.